علماء الإسلام, les savants de l'islam. Les savants de l'islam, une émission préparée et présentée par le professeur Ahmed Jabbar. Les savants de l'islam en coopération avec le Conseil supérieur scientifique et culturel de la Grande Mosquée de Paris et Radio Orient. حلقة اليوم عن ابن ماجد. Je vais vous parler aujourd'hui d'un grand navigateur du XVe siècle. Ses activités s'inscrivent dans le prolongement d'une longue tradition maritime qui a commencé avant l'avènement de l'islam. Les premiers itinéraires reliaient l'Arabie à certains ports de l'Afrique de l'Est et de l'Inde. À partir du milieu du VIIe siècle, après l'arrivée au pouvoir de la dynastie omeyyade, le commerce international à grand rayon d'action connaît une dynamique nouvelle. Avec l'avènement de la dynastie abbasside et l'apparition de nouvelles couches sociales, on observe une multiplication des marchands à la recherche de nouveaux produits ou de nouvelles sources de ravitaillement pour alimenter les marchés du centre de l'Empire musulman, et plus particulièrement ceux de Bagdad et de Samarra. Au IXe siècle, les routes maritimes qui reliaient les ports du sud de l'Arabie et de la Perse à ceux de l'Asie étaient bien connues grâce aux informations récoltées au cours des décennies précédentes par les navigateurs et les marchands. Les bateaux partaient de Bassora, d'Obola ou de Siraf. Selon les besoins et les conditions de navigation, ils suivaient soit la route côtière praticable à tout moment, malgré les dangers de la piraterie, soit la voie directe en haute mer, lorsqu'il était possible de profiter des vents de la mousson. L'Inde était atteinte au niveau de sa pointe méridionale. Certains bateaux poursuivaient leur route vers les îles Maldives, la Malaisie et l'île de Ceylan, région très riche en produits exotiques. Puis, à partir de cette escale, des marchands se dirigeaient vers la Chine en longeant les côtes indo-chinoises. Dans les ports où ils accostaient, comme Canton, Chuancheu et Hangzhou, ils vendaient des produits manufacturés et achetaient des produits locaux qui étaient très demandés par l'élite de l'Empire musulman. Des sources arabes évoquent même des relations suivies avec des ports de Corée. Compte tenu des facteurs météorologiques dont dépendait la navigation au long cours, en particulier le rythme annuel des moussons, on a estimé qu'un bateau affrété à Bassora ou à Siraf mettait une vingtaine de mois pour atteindre la Chine, puis revenir à son port d'attache. Quant à la route maritime longeant la côte orientale de l'Afrique, on constate, à partir du IXe siècle, une extension de l'ancienne zone de ce commerce. Les bateaux partaient des ports d'Oman et du Yémen et se dirigeaient vers Zanzibar, les îles Comores et la côte nord de Madagascar, en mouillant dans un certain nombre de ports disséminés entre Mogadiscio en Érythrée et Sofala au Mozambique. Parmi les importations d'Afrique qui intéressaient les marchands musulmans, les esclaves représentaient la part la plus importante. Mais il y avait aussi de l'ivoire, de l'écaille de tortue, de l'ambre et des peaux de bêtes sauvages. Dans le domaine très technique de la navigation, les sources bibliographiques signalent la publication entre le Xe et le XIVe siècle d'un certain nombre d'ouvrages écrits par des professionnels. Certains portent le titre de « Description des côtes de la Chine et de l'Inde », comme celui d'Al-Morairi au XIe siècle. D'autres sont intitulés plus simplement « Livre de la route » ou « Rahmanag », comme ceux d'Ibn Shadan ou d'Ibn Aban au XIIe siècle. Mais revenons à notre grand navigateur. Il s'agit d'Ahmed ibn Majid. Il est né vers 1432 à Julfar, au nord de Ras al-Khaimah, en Arabie. À une date inconnue, son grand-père, Ibn Omar al-Sa'di, quitte sa région natale et s'installe dans la ville de Ras al-Hadd, qui était un port sur la côte d'Oman. Là, il s'initie au métier de navigateur et devient, quelques années plus tard, un capitaine long cours, connaissant parfaitement les routes maritimes entre le sud de l'Arabie et les côtes de l'Afrique orientale. De cette longue expérience, il aurait laissé un ouvrage intitulé « Traité nautique sur la navigation en mer Rouge ». Son fils Majid suit la voie de son père et devient à son tour un navigateur expérimenté, ce qui lui a valu le titre de capitaine des deux côtes. Mais, en plus de son métier, il publie des ouvrages en prose ou en vers
pour diffuser ses connaissances nautiques. Le jeune Ahmed a donc bénéficié d'un environnement familial idéal qui lui a facilité le choix de son futur métier. Mais lorsqu'il a eu à rédiger ses principaux ouvrages, sa formation scientifique lui a permis d'aller plus loin que son père et son grand-père. Dans le domaine pratique de la navigation, il a hérité du savoir-faire de son grand-père et il a révélé de grandes qualités comme capitaine au long cours. Son sens aigu de l'observation et sa mémoire impressionnante lui ont permis, très jeune, d'avoir de solides connaissances à la fois sur les itinéraires de la navigation côtière et sur ceux, plus difficiles à mémoriser, de la navigation en haute mer qui permettait de raccourcir considérablement le temps de parcours entre les ports de l'Arabie du Sud et ceux des côtes indiennes. Ces aptitudes exceptionnelles lui ont permis d'accéder au titre de Mu'allim, c'est-à-dire maître en navigation. Plus tard, les membres de ses équipages et ses collègues lui ont donné un surnom imagé, celui de lion de la mer en furie. Ibn Majid avait, comme son grand-père et son père, une vaste culture, à la fois littéraire et nautique. Et grâce à la riche bibliothèque qu'ils lui ont laissée, il avait eu accès aux œuvres des grands capitaines des XIe et XIIe siècles que j'ai déjà évoqués et auxquels il fait référence. À cela, il faut ajouter ses connaissances approfondies en astronomie. Ce qui lui a permis de rédiger une quarantaine d'ouvrages sur différents sujets liés à la navigation. Parmi ses écrits versifiés, il y a son poème de plus de 1000 vers, qui est considéré comme une référence incontournable pour la connaissance de différents aspects de la navigation au XVe siècle. Quant aux écrits en prose, ils sont trop nombreux pour être tous évoqués ici et décrits dans le détail. À titre d'exemple, on peut citer son recueil abrégé sur les fondements de la science nautique, publié en 1462, dans lequel il y a des informations sur les calendriers arabes, coptes, byzantins et persans, sur les routes de la navigation côtière à partir de l'Inde, sur des éléments d'astronomie nautique, sur les moments du lever et du coucher de certaines étoiles, etc., etc. Mais son ouvrage le plus important est celui qui porte le titre de « Livre des choses utiles sur les principes et les règles de la navigation », publié en 1489. On y trouve un maximum d'informations tirées de sa propre expérience et qui concernent les éléments essentiels que doit connaître un capitaine de bateau naviguant sur l'océan Indien et sur la mer Rouge, comme les côtes, les courants marins, les phénomènes météorologiques, les vents des moussons, les repères terrestres, les îles, etc., etc. Mais on y trouve aussi des informations techniques et scientifiques, comme celles qui concernent le mouvement de la sphère céleste, les instruments de navigation, les cartes, les outils trigonométriques et, d'une manière générale, tout ce qui a un lien avec l'astronomie nautique. Ibn Majid avait une telle stature, déjà de son vivant, que des auteurs très tardifs ont fabriqué une légende qui le décrit comme étant le fameux capitaine arabe qui a piloté la flotte du portugais Vasco de Gama en 1498, lorsque ce dernier a cherché à atteindre les côtes indiennes. Des études comparatives ont établi qu'à cette époque, Ibn Majid ne naviguait plus depuis de longues années, et que ce serait un autre capitaine musulman, originaire de la région du Gujarat en Inde, qui s'était mis au service des marins portugais. Cela confirme le fait qu'au XVe siècle, toute une communauté de capitaines au long cours maîtrisait la navigation hauturière sur l'océan Indien. C'est d'ailleurs en référence à ses collègues qu'Ibn Majid porte ce jugement sur les qualités des uns et des autres, pour que le lecteur en déduise que notre prestigieux capitaine fait bien partie de l'élite de sa corporation. Je cite : « Sache qu'il y a 3 catégories de navigateurs. Ceux dont le voyage se déroule une fois bien et une fois mal. Ceux-là ne méritent pas le titre de maître. Dans la deuxième catégorie sont classés les navigateurs connus pour leur savoir pratique et leur expérience. Mais quand ils meurent, ils tombent dans l'oubli. La troisième catégorie est la plus élevée. Celui qui en fait partie est très connu. Il maîtrise toutes les opérations sur mer et il rédige des écrits dont on tire profit de son vivant et après sa mort. كنا مع برنامج علماء الإسلام. C'était les savants de l'islam.
Les savants de l'islam, une émission préparée et présentée par le professeur Ahmed Jabbar. Les savants de l'islam, en coopération avec le Conseil supérieur scientifique et culturel de la Grande Mosquée de Paris et Radio Orient.